Alors, aujourd'hui et vous voyez, on a une fréquence, de webinaire qui s'accélère, hein, parce que Sarah, c'était il y a 15 jours, le dernier. Alors on va pas pouvoir en faire tous les 15 jours, mais en tout cas, l'agenda nous a permis de le faire. Donc aujourd'hui, on a 4 invités, enfin 3 pardon. Marianne, Thibaut et Raphaëla qu'on va présenter, tout à l'heure. L'objet de l'échange de ce midi, c'est le private equity et le changement climatique. Comment s'engager? Donc on vous a préparé encore une fois, 1 heure de présentation, d'échange et des slides que vous recevrez à la fin du webinaire évidemment. Heu, Quelques annonces, à faire, donc Sarah, tout le monde n'était pas connecté, hein, quand je l'ai dit, donc vous allez avoir des surprises en introduction et puis, Sarah, je propose de démarrer? Avec plaisir, merci beaucoup Hugo, bienvenue à tous. Alors effectivement, on a la chance aujourd'hui d'avoir, 3 invités de renom, Thibaut, Raphaëla et Marianne qui seront à nos côtés durant 1 heure. Nous allons aujourd'hui discuter donc de private equity puisque, le mois dernier, enfin il y a quelques semaines, on était, plutôt small et mid cap. Donc on va essayer de continuer cette aventure, cette fois-ci dans la private equity et en particulier sur les aspects liés au changement climatique. Donc du coup, dans ces conditions-là, on va peut-être dès à présent commencer par, laisser la parole quelques instants à nos invités. Honneur aux dames. Peut-être Marianne, je vois que ton micro est ouvert, donc je te laisse te présenter le temps d'un instant et ensuite on enchaînera avec Raphaëla, puis Thibaut et ensuite je vous introduirai un petit peu plus le sujet. Marianne, à toi de jouer. Merci beaucoup Sarah, merci Hugo pour nous inviter aujourd'hui pour parler private equity et changement climatique. Je suis Marianne Vincent, je suis VP Climate Finance chez Sweep. Donc en gros, je développe l'offre Sweep pour les acteurs financiers. J'ai passé 15 ans dans la finance avant de rejoindre Carbon 4 et avant de rejoindre Sweep, j'étais directrice générale de Carbon 4 Finance, donc la partie data du groupe Carbon 4. Et voilà, donc on parlera un petit peu plus tard de Sweep, mais Sweep, c'est une plateforme qui justement aide les entreprises et les acteurs financiers à calculer leur bilan carbone et à piloter leur stratégie climat. Merci Ça, c'est beaucoup Marianne. Raphaëla, à toi de jouer. Bonjour à tous, ravie d'être ici. Donc Raphaël Acher, je travaille chez AXA Climate en conseil pour des services financiers sur des questions liées au climat et à l'environnement de manière plus large. AXA Climate, c'est un animal assez rigolo. Donc on est lié au groupe AXA, mais on a une grosse indépendance stratégique et on a 4 métiers principaux chez AXA Climate. Vous vous en doutez, l'historique, c'est de l'assurance. Donc c'est de l'assurance paramétrique pour des événements climatiques. On a une activité de conseil dans laquelle je travaille, où on conseille notamment des services financiers et beaucoup de private equity. Une activité de formation dont on va peut-être aussi un peu discuter parce que c'est hyper intéressant dans le contexte du private equity. Et une activité qu'on a lancée il n'y a pas longtemps de financement, où on fait nous-mêmes du private equity et où notre but, c'est de financer des business d'agriculture régénérative. Merci beaucoup Raphaëla et enfin Thibaut, le dernier de nos invités du jour. À toi de jouer. Merci Sarah, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Donc Thibaut Garardier, moi ça fait maintenant pas mal d'années que je travaille sur ces sujets de finances responsables. J'ai fait du conseil pendant plusieurs années et après j'ai travaillé de Green Investing Initiative, qui est un think tank spécialisé sur les sujets d'alignement de portefeuille avec les objectifs climatiques. Et depuis le début de l'année, j'accompagne en tant que dans les institutions financières sur ces stratégies de finances responsables, donc à la fois aspect ESG, mais aussi climat, avec tout ce qui est risque, stratégie net zéro, les questions d'impact, et aussi un sujet que j'aime beaucoup, le sujet de détail, la prise en compte de leurs préférences, les produits, etc. Merci beaucoup Thibaut. Alors voilà, vous en savez déjà un petit peu plus sur nos 3 invités. Comme on le disait, on va aborder aujourd'hui la thématique de la private equity puisque, le monde n'est pas que fait d'entreprises listées, bien au contraire, et les aspects, climat, gestion des risques, changement climatique et plus largement ESG sont des thématiques qui touchent aussi la private equity, mais qui forcément nécessitent qu'on ait, voilà, une certaine adaptabilité, on va le dire comme ça, sur, les méthodes, sur, pas mal de manualité aussi parfois. Donc, ça va être le thème d'aujourd'hui. Peut-être rapidement, un petit mot, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis, consultante, j'étais, indépendante pendant plusieurs années. Hugo en a parlé un tout petit peu, juste au début de l'enregistrement. Je viens de rejoindre MSCI en tant que VP et consultante ESG et climat.
Donc aujourd'hui, je m'occupe de tout le marché francophone et à côté de ça, je suis aussi cofondatrice d'une association qui s'appelle les Acteurs de la finance responsable et qui rassemble un peu moins de 400 personnes, mais ça grandit tous les mois. Donc on est de plus en plus nombreux, presque 400 professionnels en France, sur les thématiques liées au changement climatique, à l'ESG, le listé, le private equity, tout ce que vous voudrez. Donc vous êtes bien entendu toujours les bienvenus pour nous rejoindre pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et on va peut-être, dès à présent attaquer, dans le dur et on va laisser la parole tout de suite à Thibaut qui va nous parler, dans un premier temps, du secteur de la private equity, de la thématique transition bas carbone, des enjeux liés au changement climatique et nous faire finalement un peu une introduction. Donc, Thibaut, à toi de jouer et bonjour depuis l'Australie. Je vois qu'on a Nicolas qui je ne sais pas quelle heure il est en Australie, mais, bonjour de très, très loin en tout cas et Thibaut, à toi de jouer. Super. Oui, la première partie, ça va vraiment être une introduction plutôt théorique qu'opérationnelle, parce que je laisserai Raphaëlla et Marianne rentrer dans les détails techniques. Mais j'étais vraiment content qu'on décide d'organiser ce webinaire, parce que je suis vraiment convaincu que le sujet climat est un vrai sujet pour le private equity, et que le private equity est un vrai sujet pour le climat. Et alors, pour commencer avec la première slide, je vais faire quelques petits rappels qui sont peut-être évidents pour certains, mais qui me semblent importants d'aborder. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Super. Donc, on parle de changement climatique, évidemment, si on veut atteindre nos objectifs internationaux. On sait tous maintenant qu'on va avoir besoin d'une transition écologique qui soit à la fois massive et transformatrice. Massive parce que du coup, il va falloir réduire drastiquement les investissements dans certaines activités, en particulier les activités fossiles, et en parallèle, augmenter drastiquement les investissements dans la transformation de notre système énergétique et dans les activités vertes. Et j'aime bien ce graphique parce qu'il montre que au final, aujourd'hui, on est encore loin d'atteindre le zéro investissement dans les énergies fossiles. Par contre, en parallèle, si on veut vraiment atteindre nos objectifs climatiques, on se rend compte qu'il faudra 3 à 4 fois plus d'investissement dans les activités vertes, donc ce qui montre vraiment qu'il y a un enjeu de réallocation des flux financiers. Et transformatrice, parce qu'au-delà de cette réallocation financière, il va y avoir d'autres activités qu'il va falloir transformer en profondeur. Je pense notamment à l'automobile, à l'aviation, au transport maritime, etc. Il va vraiment falloir les accompagner dans leur décarbonisation, puisqu'on aura besoin de ces activités dans un monde à plus 1,5 ou à plus 2. Et là encore, ça veut dire besoin de financement pour transformer ces activités. Donc, si on passe à la slide suivante, je voulais aussi faire un autre rappel, c'est qu'au final, cette transition écologique, elle a un double impact en lien avec le private equity, la finance au sens large. Le premier, c'est que ça peut représenter un risque, et Raphaëlla en parlera plus en détail sur les aspects physiques, mais cette transformation qui va être plus ou moins totale, elle va demander des adaptations. Et du coup, ça demande aux institutions financières de mettre en place des process de gestion des risques climatiques qui leur permettront de s'adapter à ces changements. Et de l'autre côté, cette transition, comme je disais, elle va avoir besoin d'une réallocation et de mettre l'argent au bon endroit. Et donc, les institutions financières ont un rôle à jouer, ont une contribution climatique. Et je voulais faire en fait ce rappel sur ces deux sujets de matérialité. Parce que souvent on fait l'amalgame et en fait c'est important de garder en tête que si des stratégies de gestion des risques climatiques peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques et qu'il est dans tous les cas nécessaire de maximiser les synergies entre gestion des risques et contribution, cette contribution elle n'est pas systématique et souvent elle est négligeable voire nulle. L'exemple le plus significatif, c'est je sors de l'actionnariat d'une entreprise fortement émettrice, je dirige mon position climatique, mais ma contribution à la lutte contre le changement climatique, elle est probablement nulle, puisque de toute façon, cette entreprise va continuer à opérer, va trouver de nouveaux actionnaires, et du coup, en termes de vraiment d'impact dans l'économie réelle, on a une contribution qui sera probablement très faible.
Et donc, je voulais faire ce rappel sur sur cette double matérialité dont on parle souvent, parce que sur la slide suivante, justement, je vous montre que le private equity a un rôle à jouer sur ces deux aspects, sur ces deux niveaux de matérialité, de par les caractéristiques qui lui sont propres. La première, c'est son horizon d'investissement. Sur le private equity, on est souvent sur des cycles d'investissement autour de 5 ans, voire 10 ans. C'est-à-dire que quand on investit en tant que société de gestion en private equity aujourd'hui dans une nouvelle entreprise cible, dans 5 ans ou dans 10 ans, quand on va la revendre, l'actionnaire suivant va réinvestir pour 10 ans, ce qui nous amène déjà à 2040. Et en fait, à 2040, où est-ce qu'on sera Pour rappel, le GIEC dit que d'ici à 2040, c'est quasiment sûr qu'on aura dépassé l'objectif des 1,5. Je vous rappelle aussi qu'on a des objectifs de neutralité carbone en Europe à horizon 2050. Donc ça veut dire que les entreprises dans lesquelles les sociétés de gestion en private equity investissent aujourd'hui, il y a une très forte probabilité qu'elles soient significativement exposées à des risques, soit physiques si on a raté notre transition, soit de transition si on a réussi à rester en dessous des 2 degrés. Et dans tous les cas, qu'elles devront se transformer profondément et atteindre rapidement les zéro émissions nettes, potentiellement au cours du cycle d'investissement des sociétés de gestion. Le deuxième sujet, c'est pour moi la capacité de transformation du private equity sur l'économie réelle. On a souvent des actionnaires qui sont actifs de par le fait qu'ils sont très, très souvent majoritaires, présents au conseil d'administration, qu'ils ont vraiment des leviers d'influence de la stratégie des participations. Et donc, que tous ces critères-là mis ensemble, ça fait que, de par leur engagement actionnarial, ils ont vraiment un potentiel fort d'additionnalité. Et donc là, on arrive au sujet de l'impact, qui est vraiment un sujet clé en ce moment sur le secteur financier. En fait, de par leur engagement actionnarial, ils peuvent vraiment générer des changements supplémentaires dans l'économie réelle et donc avoir un impact. Et c'est vraiment là où ils peuvent maximiser leur contribution aux objectifs climatiques. Et le dernier aspect, c'est la couverture de l'économie qui est faite par le private equity. Déjà, comme le rappelait Sarah, ça permet de couvrir des actifs qui ne sont pas couverts par les autres activités du secteur financier. Puis c'est aussi un spectre assez large, puisqu'on parle vraiment d'entreprises niveau seed jusqu'à des ETI, PME. Et donc cet aspect-là, ça permet vraiment d'apporter des financements à des entreprises qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de se transformer. Et à nouveau, c'est un levier intéressant d'additionnalité et d'impact, et donc de contribution à la lutte contre le changement climatique. Donc voilà pourquoi, à mon sens, le private equity est vraiment un acteur clé pour la transition. Et pour conclure, du coup, un peu une ouverture, il y a un fort potentiel de transformation du private equity. Il y a sûrement un enjeu de changement d'échelle, parce que bon, le private equity, même si ça représente des montants toujours plus importants, on sait que ça reste quand même limité par rapport au marché secondaire. Et pour moi, je vois trois. Le private equity peut vraiment devenir un flagship de la finance durable, de par les aspects que je viens de présenter, mais aussi des besoins de réglementation peut-être mieux adaptés au secteur. C'est vrai que typiquement, on prend la taxonomie des activités vertes, beaucoup de secteurs couverts par le private equity qui ne sont pas dans la taxonomie européenne. Donc, est-ce que un fonds de transition dans le private equity, comment il s'inscrit dans ces sujets réglementaires? Et un autre sujet qui est assez important pour moi aussi, c'est on sait qu'il y a de plus en plus d'investisseurs de détail qui veulent avoir de l'impact. Et de par ce que j'expliquais précédemment, le private equity peut vraiment leur permettre d'avoir de l'impact en tant qu'investisseur. Or, leur accès aux produits equity reste très limité pour des questions de risque, des questions de réglementation. Donc, il y a sûrement des enjeux à adresser autour de ce sujet-là également. Voilà de mon côté, et je vous repasse là.
Merci beaucoup Thibaut. Alors, effectivement, je pense que c'est une bonne introduction, une bonne entrée en matière. J'en profite, pour vous inviter, pour, tous les participants à faire comme Antoine qui a commencé à déjà nous poser une première question dans le chat. On va essayer de répondre à vos questions, d'une part en seconde partie d'émission, mais aussi potentiellement au fur et à mesure, on peut en prendre certaines. Je vois par exemple que la question ici était, concernant la finance traditionnelle versus la finance ESG et le manque parfois de financement que l'on a sur le marché de l'amorçage. Et effectivement, Thibault l'a très bien mis en lumière. On a côté private equity, si on arrive à bien développer ce marché, l'opportunité de financer des structures plus petites, plus jeunes, et c'est exactement l'objet de ce webinaire. Alors évidemment, toutes les structures ne trouvent pas toujours des moyens de financement, c'est aussi beaucoup plus de risques pour les investisseurs, beaucoup plus de gains potentiels bien sûr, mais voilà, ça reste un marché quand même où, les plus frileux ne s'y ne s'y, perdent pas, mais il existe quand même évidemment dans le monde de la finance dite durable, toute une classe de professionnels qui s'engagent à investir dans des toutes jeunes entreprises et prendre des risques pour les accompagner et justement qu'on trouve des innovations, qu'on fasse des choses, donc ça existe. On doit l'encourager et c'est aussi pour ça qu'on fait ce type d'événement, pour pouvoir justement en parler un petit peu. Un petit point pour Thibaut, tu nous demandais de passer tes slides. Donc du coup, je passe l'info pour les autres participants. Vous avez un petit bouton tout en bas, vous pouvez passer vos slides vous-même quand vous le souhaitez. Si vous voulez faire des allers-retours, vous pouvez, n'hésitez pas. Et on va passer tout de suite, la parole justement à Raphaëla, puisque, quand on parle de private equity et qu'on parle de climat, on parle forcément de risque, bien entendu. Et aujourd'hui, évaluer le risque d'une société, très grande, listée, c'est, on va dire, presque facile. Il y a beaucoup de fournisseurs qui se positionnent sur ces sujets. On peut trouver beaucoup d'informations, alors que dans le monde des actifs non cotés, c'est beaucoup moins facile d'un coup. Mais Raphaëla, tu vas pouvoir nous donner, quelques billes justement pour pouvoir répondre à cet enjeu de l'évaluation des risques climatiques des actifs non cotés. Je te laisse la parole et les slides, à toi de jouer. Super, merci beaucoup Sarah. Alors déjà en 2 mots, pourquoi évaluer le risque climatique d'un actif non coté quand on est investisseur? Thibaut en a parlé, mais pour rappeler et aussi pour voir un peu ce que nous on vit en tant que consultants, on voit 3 drivers principaux et ça c'est pas, scientifique, c'est vraiment nous ce qu'on reçoit en tant que consultant, le type de demande. La première, c'est la pression réglementaire. Effectivement, il se passe plein de choses côté réglementaire. Donc comment est-ce qu'on fait pour se mettre à jour? Quel type d'analyse on doit faire? La deuxième, c'est la demande des investisseurs institutionnels. On sent beaucoup plus de volonté du côté investisseurs institutionnels de mettre leurs fonds dans des actifs durables. Donc, il faut aussi se mettre à la page sur ces sujets-là. Et le troisième, sur lequel j'ai plutôt envie de me concentrer, parce qu'on voit que récemment, c'est ça qui croît, c'est la conscience accrue des risques et des opportunités liées au climat. Il y a quelques années, on avait surtout les 2 premiers drivers. Qu'est-ce qu'on fait pour se mettre à la page par rapport à nos investisseurs ou par rapport à la réglementation? Là, de plus en plus, on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, «Je sens qu'il y a une opportunité, qu'est-ce que je fais pour la faire grossir? Je sens qu'il y a un vrai risque business, comment je fais pour le comprendre?» Donc nous, on est hyper, satisfaits aussi de ce changement parce qu'on a l'impression que ça s'inscrit beaucoup plus dans le cycle business des investisseurs par rapport à ce que ce soit des pressions externes, disons. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement? Nous, chez AXA Climate, on va regarder 2 choses. Surtout, on va regarder les risques physiques et les risques et les opportunités liées à la transition, avec derrière l'idée du framework TCFD, Task Force for Climate Financial Disclosure. Donc, risques physiques d'un côté, donc on va évaluer l'impact des phénomènes climatiques aigus et chroniques sur l'entreprise et également sur ses parties prenantes. Et risques et opportunités de transition, on va regarder l'impact des changements réglementaires, des changements de marché et technologie et l'impact réputationnel. Pourquoi je marque le cadre de la TCFD ici? C'est parce que l'idée de ces analyses, c'est pas d'avoir une analyse de risque climat déliée du reste de l'entreprise, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui s'inscrit dans la vie de l'entreprise et c'est vraiment ce qu'implique le TCFD, qu'on a à la fois du reporting sur les métriques, sur le système de risk management, sur la gouvernance, sur la stratégie. L'idée, c'est vraiment d'intégrer ces risques au cœur de tous ces piliers de l'entreprise. Avec ça, on va identifier les risques de perte de valeur, on va promouvoir des décisions d'investissement qui sont mieux informées, mais aussi on va augmenter la résilience et la valeur de l'entreprise en étant capable de saisir les leviers de création de valeur. Donc, je vais un peu me focaliser sur ces 2 piliers, risque physique et opportunité de transition, pour vous donner quelques billes, pour vous expliquer comment est-ce que concrètement on fait pour un actif non coté.
Donc risque physique, c'est un peu notre spécialité chez AXA Climate, c'est avec ça qu'on a commencé. Donc le risque physique, on parle de 2 types de risques. Des risques chroniques, donc des évolutions graduelles du climat, il fait de plus en plus chaud, il pleut de plus en plus, il pleut de moins en moins. Et des risques aigus, donc il y a un cyclone, il y a une inondation, il y a une sécheresse. On va regarder ces deux types de risques aigus et chroniques. Quand on parle de risque, là c'est un schéma du GIEC, on parle de 3 piliers. On parle d'un pilier aléa, donc le phénomène physique. On parle d'un pilier exposition, où est-ce que se trouve mon actif, et on parle d'un pilier vulnérabilité. Tous les actifs vont pas avoir le même type de vulnérabilité. Si je suis par exemple une autoroute, je vais pas forcément être hyper exposée au sujet tornade, alors que si je suis un aéroport, je vais être beaucoup plus exposée au sujet tornade. Donc, selon la nature de l'actif, on va pas avoir le même type de vulnérabilité. Donc chez AXA Climate, ce qu'on fait, c'est qu'on va croiser ces 3 piliers pour arriver à une analyse. Donc en termes d'aléas, on a des données climatiques qui sont issues de modèles climatiques qui sont utilisés notamment dans les rapports du GIEC et ailleurs également. C'est des modèles qui sont globaux. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ramener à l'échelle locale. Donc ça va nous donner le pilier exposition. Et après, on va croiser ça avec des données sur la vulnérabilité, des données semi-quantitatives qui nous viennent beaucoup de notre expérience d'assureur. Ce qui est intéressant dans le cadre de notre sujet sur le private equity, c'est qu'on voit vraiment un changement de paradigme ici. Il y a quelques années, c'était surtout les investisseurs en infra qui étaient intéressés par cette analyse, parce qu'évidemment, je reprends mon exemple de l'autoroute. J'achète une autoroute, j'ai besoin de savoir si elle va être exposée, oui ou non. Private equity, le lien est moins évident. Et pourtant, on voit qu'il y a de plus en plus cette volonté d'analyser le risque physique climatique, parce qu'on comprend aussi les enjeux. Si j'ai dans ma supply chain un supplier qui va être un supplier principal et qu'il est dans une zone, il dépend beaucoup de l'eau par exemple, et il est dans une zone où le problème de stress hydrique va augmenter dans les 10 années à venir, à ma revente dans 5 ou 10 ans, je risque d'avoir des problèmes avec ce supplier, donc potentiellement un sujet de perte de valeur. Donc il y a beaucoup plus de compréhension de l'intérêt d'analyser le risque physique dans le cadre du private equity. En ce qui concerne les risques et opportunités de transition, désolée, la slide ici est en anglais. Donc, on va regarder 3 choses. On va regarder le cadre réglementaire et légal, notamment tous les sujets autour du prix du carbone. Et là, Marianne fera un focus évidemment carbone tout à l'heure. La technologie et aussi la réputation. Ce qu'on va faire concrètement ici, c'est qu'on va faire des analyses à 3 niveaux. Le but, c'est de faire une analyse semi-quantitative. Donc d'abord, on va regarder au niveau sectoriel, selon différents scénarios climatiques et l'évolution de différents facteurs, notamment différents scénarios d'évolution du prix du carbone. Donc, on va faire d'abord cette analyse sectorielle. Après, on va faire des analyses de benchmark, plutôt qualitatives, où on va regarder des concurrents à l'entreprise qu'on regarde pour voir comment est-ce qu'ils intègrent certains risques, quelles sont leurs données CDP, qu'est-ce qu'ils ont intégré dans leur rapport durable, etc. Et après, on va faire une analyse de l'entreprise en tant que telle pour voir comment résonnent les risques et les opportunités pour la stratégie de l'entreprise. On va conduire ces analyses à la fois sur le court terme, parce que c'est ça qui est important pour l'entreprise, c'est vraiment de savoir comment ça s'inclut dans le cycle de business de l'entreprise. Et on va également regarder le plus long terme, à la fois parce que ça n'a pas de sens quand on parle de climat de regarder juste 5 ans, et aussi parce que dans un point de vue business, je vais aussi penser à ma revente. Donc, dans 5 ans, ce sera important de regarder ce qu'il y a 5 ans plus tard ou ce qu'il y a 10 ans plus tard, parce que c'est là où ça va générer de la valeur. Et le but de ces analyses, ça va être vraiment de placer ces risques et ces opportunités au sein des systèmes stratégiques de l'entreprise, matrice de risque et matrice stratégique. Et je termine avec cette slide un peu surprise, qui est la slide biodiversité. Parce qu'on parle de climat, mais en fait, ça a de moins en moins de sens de parler de climat seul. Voilà, là j'ai 2 exemples, le Science Based Target, où maintenant il y a également un Science Based Target pour la nature, la TCFD, où maintenant il y a aussi la TNFD en parallèle de la TCFD. L'idée, c'est de se dire, ok, c'est très bien de regarder le climat, mais si je fais des analyses en silo sans regarder l'environnement au sens large, je perds énormément de valeur et j'ai des risques non pris en compte. Donc chez AXA Climate, on est vraiment aussi en train de faire ce virage. Ça fait quelques mois qu'on se dit on va pas se concentrer exclusivement sur le climat, on va se concentrer sur l'environnement au sens large.
Et donc, on commence à intégrer cette dimension de biodiversité également pour le private equity. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment suivre les recommandations de la TNFD. Donc, on va essayer de localiser où sont les interfaces entre le business et la nature, à la fois du business de private equity, mais aussi de sa supply chain. Toujours important de prendre en compte cette dimension. On va essayer de comprendre quelles sont les dépendances et après, on va estimer quels sont les risques et essayer de proposer des solutions d'adaptation en nous basant sur tout plein d'outils, notamment le Global Biodiversity Score de la CDC Biodiversité. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup, Raphaëla. C'était effectivement extrêmement instructif et pertinent. On va passer maintenant qu'on a d'abord fait cette intro, puis qu'on a abordé au sens large les risques climatiques, on va laisser la parole à Marianne maintenant qui va nous faire un focus un petit peu plus spécifique encore sur les questions de mesure de réduction des émissions parce qu'évidemment, on se dit tout ça, on se dit qu'il y a des risques, il peut se passer des choses, mais la première façon de limiter les risques, c'est avant tout de réduire nos émissions et pour ça, il faut commencer par les mesurer. Et Marianne, tu vas pouvoir nous raconter un peu comment ça marche de votre côté, comment vous faites, qu'est-ce que vous proposez finalement et comment ça peut répondre aux enjeux qui ont été soulevés juste avant. À toi de jouer. Merci Sarah. Donc je vais rebondir un peu sur tout ce qui a pu être dit juste avant. Si on passe à la slide d'après, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Thibaut, notamment sur le rôle du private equity sur la transition et le changement climatique. Aujourd'hui, on voit que les entreprises qui développent des nouvelles solutions technologiques ou qui ont des nouvelles idées pour faire les choses un peu différemment, pour avoir un impact positif, c'est souvent justement des entreprises en amorçage comme ce qui était marqué dans le chat. Et en fait, quand on est sur des plus petites entreprises qui aujourd'hui n'ont pas forcément les ressources financières et humaines pour commencer à faire des bilans carbone, on a un sujet autour de la donnée. Ouais, c'est la slide d'après. On a un sujet sur la donnée, parce qu'en fait, autant sur le monde du listé, il y a pléthore de fournisseurs de données ESG, mais dès qu'on va s'adresser au private equity sur la partie mesurer les émissions de mes participations, mesurer l'empreinte de mon portefeuille, on a un souci de comment récupérer l'information, comment la consolider, et ça devient vraiment un casse-tête, en tout cas pour les fonds de private equity aujourd'hui, en fonction des différentes classes d'actifs, donc private equity, private debt, infra, immobilier, et en fonction de la maturité des participations, comment je fais aujourd'hui en fait pour mesurer mon empreinte et comment je fais pour la réduire. Donc là, on reprend un peu sur ce que disait aussi Raphaëla. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pression qui est omniprésente autour du changement climatique. Il y a une pression de la réglementation sur reporter l'empreinte, reporter la stratégie climat et les enjeux et la gestion des risques avec la TCFD et puis toutes les réglementations qui sont en train de se mettre en place au niveau européen et à l'international. Pression des investisseurs en haut et en bas sur développer des fonds thématiques autour de l'environnement, du changement climatique et puis aussi maintenant sur la biodiversité. Enfin voilà, de nouvelles thématiques qui sont en train d'émerger, mais il y a une vraie demande en tout cas d'avoir cette action-là. Donc comment je fais moi au niveau de mon fonds de private equity pour répondre à tout ça si je n'ai pas de données, si je ne sais pas mesurer. Donc voilà, c'est ça un vrai problème, tant pour les participations qui n'ont pas forcément les moyens de faire un bilan carbone, que pour les sociétés de gestion qui aujourd'hui, en fait, envoient des fichiers Excel par mail un peu partout pour essayer de trouver de l'information et se retrouvent à consolider tout ça pour avoir une information qui est agrégée. La solution, et c'est pour ça que Sweep a été créé, c'est d'avoir un outil qui va permettre justement d'automatiser la collecte d'informations, d'avoir une approche très cohérente sur le calcul de l'empreinte carbone, et puis surtout un outil de pilotage de toute la stratégie climat, donc nous ce qu'on appelle le Climate Journey, depuis je mesure mes émissions, je définis des trajectoires, je les pilote, donc je réduis mes émissions, j'aide aussi ma chaîne de valeur à réduire ses émissions, donc par exemple pour les investisseurs, c'est sur la partie entreprises en portefeuille, donc comment je les accompagne pour réduire leurs émissions, et c'est exactement ce que Thibaut disait sur le rôle d'ambassadeur et des investisseurs sur accompagner économiquement leurs entreprises en portefeuille, mais aussi les accompagner sur leur transition, donc leur offrir un outil pour pouvoir commencer leur climate journée et réduire. Et après, le troisième pilier qui est sur la plateforme, c'est comment je contribue à la neutralité planétaire en finançant des
puits de carbone ou des projets d'évitement de séquestration de carbone. Donc Sweep, aujourd'hui, c'est une société qui a été créée depuis 2 ans. La plateforme est live depuis 1 an. Et Sweep, c'est vraiment la rencontre entre nos 4 fondateurs qui viennent vraiment de la data analytics et de la business intelligence, qui sont super forts en collecter de la donnée, ingérer de la donnée, la digérer et la retranscrire pour avoir du sens. Et puis, le rencontre aussi avec des experts carbone pour avoir toute cette rigueur sur comment faire un bilan carbone, comment le consolider, qui ait du sens sur du scope 1, du scope 2, du scope 3. J'ai l'impression qu'on est sur un panel de gens avertis, donc je vais revenir sur la définition, mais tout ce qui est calcul de l'empreinte directe et des émissions indirectes va être clé, en tout cas, pour mesurer les risques au niveau d'un portefeuille. Donc aujourd'hui, on est une société aussi B Corp et une entreprise à mission en France, parce que dans les statuts de Sweep, et ce qui est écrit sur notre mission, c'est de réduire les émissions à large échelle pour justement accompagner les entreprises et les acteurs financiers à identifier les émissions, les principales sources d'émissions et à piloter leur trajectoire de réduction. Donc pour nous, on va vraiment adresser tous ces piliers depuis « je comprends où est mon business model ?» et comme disait Rafaela, nous, en fait, sur la plateforme, on va essayer d'organiser un maximum sur je comprends d'un point de vue opérationnel comment est organisé mon fonds de gestion, par exemple, ma société de gestion, avec mes différentes thématiques d'investissement, mes différents fonds et mes participations. Les identifier comme si je pilotais d'un point de vue économique mon activité, d'un point de vue de performance financière. Je vais aussi avoir la performance climat pour retrouver ces différentes informations. Une fois que j'ai organisé ça, je vais pouvoir commencer à mesurer et automatiser d'informations et le calcul de cette empreinte carbone pour ensuite en fait mettre en place des stratégies de réduction. On voit justement dans le fait qui puisse calculer à différents niveaux, au niveau de l'entreprise, au niveau du fonds et après au niveau de la société de gestion. Donc tout ça va être disponible sur la plateforme depuis l'organisation, la mesure, la réduction, la contribution, parce qu'on va proposer aussi tout un catalogue de porteurs de projets sur le financement de puits de séquestration. Si vous avez aussi, si vous financez au niveau de votre fonds de private equity des projets nature-based solutions, etc., qui permettent aujourd'hui de séquestrer, c'est aussi des choses qu'on peut importer sur la plateforme pour avoir tout au même endroit. Pour avoir une trajectoire net zéro, il faut réduire ses émissions, mais aussi contribuer à la neutralité planétaire. Et souvent, c'est organisé en silos. Et là, sur la plateforme, on va pouvoir tout avoir au même endroit. Et après, la partie communiquer, reporter est super importante parce que aujourd'hui, tout le monde est toutes ces demandes réglementaires de reporting, article 29, TCFD, SFDR qui sont en train d'arriver, etc. Donc, sur la plateforme, vous allez pouvoir aussi retrouver tous les templates réglementaires pour pouvoir extraire l'information et communiquer tout ce que vous faites en termes de changement climatique. Tout ça, c'est pour adresser un constat, c'est qu'aujourd'hui, le bilan carbone, il est vraiment très statique et c'est une boîte noire. Donc, c'est compliqué, en fait, de sortir de ça. Et en fait, nous, on veut démocratiser le bilan carbone en redonnant le pouvoir, en fait, à toutes les parties prenantes en interne et en externe. Ça veut dire que Sweep est avant tout, en fait, un outil de collaboration où on va donner en fait la clé aux différentes personnes au sein de l'entreprise. Donc, c'est plus seulement les 2-3 personnes au niveau de la RSE qui vont devoir tout piloter, mais par contre, redonner un accès aux participations pour qu'elles puissent faire leur bilan carbone et en fait arrêter de recevoir des questionnaires sans avoir rien en retour. Là, aujourd'hui, elles vont répondre à des questions et faire leur bilan carbone, mais elles vont pouvoir se l'approprier et communiquer, comprendre d'où viennent leurs émissions pour pouvoir agir sur leur trajectoire. Et donc tout ça, c'est vraiment un outil très collaboratif pour pouvoir mieux comprendre et comment travailler ensemble sur la réduction. Pour ça, en fait, on a développé quelque chose qui est assez pragmatique parce que c'est pas forcément facile de rien faire et d'être parfait du jour au lendemain. Donc c'est un outil qui est pédagogique pour se dire on va s'adapter en fonction de la maturité des différents acteurs. Donc par exemple, si vous avez
100 entreprises en portefeuille. L'idée, c'est de regarder est-ce que vous êtes majoritaire ou minoritaire en termes de participation. Est-ce que c'est des secteurs à enjeu? Est-ce que c'est des entreprises qui ont aussi se sont développées sur un business model à impact? Est-ce que c'est sur l'économie circulaire? Est-ce que c'est sur un produit bas carbone? Dans ces cas-là, même ces entreprises vont vouloir faire leur bilan carbone pour pouvoir communiquer sur ce qu'elles font, les émissions induites, mais aussi les émissions évitées qu'elles peuvent produire. Donc tout ça, en fait, nous, on va s'adapter. C'est-à-dire que sur les petites participations, on va pouvoir adresser des estimations d'empreinte carbone en fonction de leur secteur d'activité. C'est ce qui est communément fait sur le private equity en première étape. Mais là, l'idée, ça, c'est de le faire à beaucoup plus grande échelle. On peut envoyer des questionnaires, mais là, c'est pareil, on arrête d'envoyer des fichiers Excel par mail. Tout est complètement automatisé avec un workflow beaucoup plus simplifié en termes de charge de travail pour les sociétés de gestion, où vous allez pouvoir savoir les questionnaires qui ont été envoyés. On a des questionnaires qui sont sectoriels, donc quelles informations on va demander en fonction des différents types de secteurs pour collecter l'information scope 1, 2 et 3. Après, on peut même aller plus loin pour celles qui ont envie de faire le bilan carbone. Et donc, avec le module Connect, on a les entreprises qui vont avoir un compte sur Sweep pour faire leur bilan carbone et on va pouvoir connecter ces émissions au niveau du fonds. Et même en allant beaucoup plus loin, les entreprises qui sont plus matures vont pouvoir être un client de Sweep pour avoir aussi accès à toutes les fonctionnalités et notamment tous les modules sur je pilote la réduction de mes émissions. Et tout ça, en fait, va permettre d'adresser 100% du portefeuille, de pouvoir mettre le pied à l'étrier à toutes les participations et d'engager en fait toute la chaîne de valeur en se disant j'ai un outil, l'outil va me dire comment le bilan carbone a été fait, parce qu'il y a aussi cet effet boîte noire qu'on essaye d'adresser en disant tout est transparent sur la plateforme. On va vous dire comment les émissions ont été calculées, est-ce que c'est du monétaire, est-ce que c'est des données physiques, est-ce qu'on a estimé les émissions, est-ce qu'on a fait un vrai bilan carbone, pour dire aussi aux participations, c'est bien, vous avez commencé, c'est la première étape, et là, on va essayer, en fait, ensemble, d'aller collecter de plus en plus d'informations pour affiner le bilan carbone. Donc, tout ça, en fait, c'est pour accompagner la transition et pour se dire, faisons le chemin ensemble et on va réussir, en fait, tous ensemble à décarboner vos entreprises, le portefeuille et financer, en fait, la transition climatique. Donc voilà, donc ça, c'est des exemples en fait d'écran. Nous, on a voulu apporter cette rigueur du bilan carbone en s'appuyant sur les référentiels de place. Donc, on est en ligne avec le bilan carbone ou le GHG protocole, avec le référentiel PICAF, qui est le GHG protocole appliqué aux émissions financées, donc aux acteurs financiers. Donc là, c'est vraiment pour avoir cette rigueur sur l'approche. On a mis en place toutes les métriques qui sont recommandées par la TCFD. Comme le disait Raphaëla, aujourd'hui, c'est le cadre réglementaire qui est le plus communément déployé dans tous les pays dans le monde. Donc, c'est vrai qu'avoir ces différentes métriques en termes de tonnes de CO2 équivalent en absolu, mais aussi l'intensité carbone pour pouvoir comparer une entreprise avec l'autre, comparer un portefeuille l'un avec l'autre pour vraiment piloter les investissements. Parce que sur un investissement private equity, on est bloqué pendant plusieurs années. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir piloter aussi comment l'entreprise se développe en termes d'impact carbone. Après, ça, c'est un exemple de trajectoire. L'idée, c'est de vraiment pouvoir actionner ça et au-delà de la target net zéro à 2050, pouvoir se fixer des targets intermédiaires pour pouvoir arriver à cet objectif. Aujourd'hui, c'est un peu clé parce qu'il y a énormément d'alliances qui ont été développées, les Net Zero Asset Owner Alliance, Net Zero Asset Manager Alliance, etc., etc. Donc, si on ne se donne pas d'étapes intermédiaires, d'objectifs avec des initiatives au niveau des entreprises et au niveau du fonds, ça va être difficile d'atteindre ces objectifs. Donc, c'est vraiment clé d'avoir un outil de pilotage et de pouvoir actionner les différentes parties prenantes en interne et en externe pour être en charge de ces différentes thématiques. Voilà, et donc là, c'est aussi un exemple de reporting que vous pouvez créer sur la plateforme pour pouvoir justement adresser toutes ces demandes réglementaires qui deviennent de plus en plus importantes pour votre métier.
Merci beaucoup Marianne. C'était, très instructif et je pense qu'on repart avec beaucoup plus d'informations sur Sweep puisque tu les as rejoints il y a pas très, très longtemps, donc on n'a encore, pas eu beaucoup l'occasion de t'entendre sur le sujet et je pense que pour ma part, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Peut-être, je vois que le temps file, il est déjà 12h40. Je vous propose peut-être avant de on se garde cette question, un peu plus discussion, un peu plus ouverte, juste après les questions de nos participants parce que je vois qu'il y en a qui sont destinées à chacun d'entre vous. Donc commençons par le chat, on va laisser la parole à Hugo sur les questions et puis s'il y a pas on termine un petit peu avant 13h, on terminera sur notre question un peu plus ouverte où on pourra discuter, ça nous laisse une ouverture et Hugo, à toi de jouer pour les questions, c'est parti. Ça va être assez simple, je vais les prendre dans l'ordre. Bon alors déjà Marianne, sache que pendant ta présentation, on a eu des commentaires waouh, donc visiblement tu as peut-être un nouveau client, depuis 10 minutes. Alors en complément alors c'est Myrgane qui nous écrit: «En complément du soutien financier aux entreprises via les fonds de private equity, que peuvent apporter les fonds d'infrastructure dans la transition écologique?» Alors bon, je pense qu'il y a beaucoup de réponses, je pourrais en donner une aussi, mais est-ce que nos intervenants, Peut-être ont un retour? Raphaëlla? Euh, Je pense que les fonds d'infrastructure apportent surtout cette vision long terme. Enfin, nous, en tout cas, sur l'approche risque physique, c'est vraiment avec les fonds d'infrastructure qu'on a commencé parce que, évidemment, il y a un ancrage physique très fort par nature de l'infrastructure, mais aussi l'horizon de temps d'investissement fait que la prise en compte de ces enjeux moyen-long terme liés au climat est fondamentale pour le cœur du business des fonds d'infra. Donc, je pense que qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Ils peuvent apporter le fait qu'ils ont une conscience un peu dans leur chair des enjeux climat et donc que c'est des choses qui poussent, ils poussent la volonté d'avoir plus d'analyse, plus de données, plus de prise en compte. Et je pense que ça fait avancer le secteur au sens large. Et ils doivent être en pointe sur l'anticipation parce qu'en effet, quand tu construis, de l'infra, bah, ça va être utilisé Voilà, pendant 20, 50, 70 ans donc c'est ça, c'est ça. Et c'est même si toi, ton investissement, c'est 20 ans, ton infra, en effet, elle dure plus longtemps, tu penses à la revente dans 20 ans. Donc, en tout cas, sur le pilier risque physique, c'est indispensable. Et nous, quand on leur donne des modèles à 2050, c'est des choses qui leur parlent. Alors que c'est vrai que dans le private equity, un modèle à 2050, ça a assez peu de sens. tu penses à la revente et tu anticipes le risque de démantèlement aussi. Exactement. Alors, bah, on enchaîne. Alors, quelles sont les compétences clés à acquérir pour être un investisseur à impact efficace? Alors là, bah, ça, c'est une bonne question. Question large. On va lancer un deuxième webinaire sur la question. Non, qui veut le prendre? Peut-être, Thibaut ou Marianne pour tourner un petit peu? Non, mais de toute façon, la formation, c'est clé. Euh, La mesure, c'est la première étape, mais avant cette première étape, il y a la formation et il y a des formations qui se lancent. Donc, AXA Climate, notamment, a développé énormément de MOOC pour se former déjà à comprendre les enjeux du changement climatique, hein, risque de transition et risque d'adaptation. Et puis vraiment la formation pour bien comprendre à tous les niveaux et sur effectivement qu'est-ce que je dois prendre en compte quand je développe un nouveau produit, qu'est-ce que je dois prendre en compte quand j'investis dans telle entreprise de tel secteur. Donc ça, c'est vraiment clé. Après, voilà, il y a Carbon Cap aussi a développé des modèles de formation. Donc, il y a des choses qui sont disponibles maintenant et c'est vraiment clé, la formation. Après, Thibaut, je te laisse compléter. Pardon, je t'ai coupé. non, je te rejoins totalement. J'irai même en plus loin, c'est-à-dire que tu parles de formation sur les sujets climat. Je pense qu'il faut aussi comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'impact quand on est un investisseur. Ça ne veut pas juste dire investir dans des entreprises qui ont de l'impact, ça veut dire à son niveau activer des leviers en tant qu'investisseur qui peuvent vraiment changer les pratiques des entreprises dans lesquelles on investit. Et en fait, il y a très peu d'acteurs qui comprennent vraiment ces subtilités-là. Et je pense que si on veut être un investisseur à impact, il faut se dire, OK, moi, en tant qu'investisseur, je veux changer les choses. Et donc, je vais apporter du capital à des taux plus faibles en contrepartie d'une meilleure performance environnementale. Je vais faire de l'engagement actionnarial et prendre des engagements vraiment avec pour leur dire, voilà, vous devez changer telle pratique. Je vais apporter du capital. On parlait de l'amorçage.
c'est super important. Je vais apporter du capital à des entreprises qui n'auraient pas eu accès à du capital si j'avais pas été là. Ben là, j'ai de l'impact parce que voilà, je vais permettre de développer des solutions qui peuvent vraiment et qui peuvent nous permettre d'atteindre les objectifs climatiques. Je Non, me permets de, absolument Thibaut. je me Vas-y permets de dire Marianne, un je t'en mot prie. aussi. Appel. Marianne parlait de nos formations et je me permets de faire un peu de pub. J'ai vu que Anne de France Invest était en ligne. On a lancé une formation avec AXA Climate, donc une formation de l'école de la finance durable et du climat, où on parle à la fois des enjeux du climat, qu'est-ce que ça veut dire le changement climatique, c'est quoi les fondements scientifiques, etc. Et nous, enfin, on a la croyance que c'est fondamental de comprendre pour agir. Et autre module de formation, et je fais un clin d'œil à Sarah parce que c'est elle qui a grandement écrit le script de cette formation sur ça veut dire quoi la réglementation financière verte, qu'est-ce qu'on va devoir faire, etc. Et je renvoie aussi la balle de la publicité à Marianne sur Thibaut parlait de il faut accepter parfois d'avoir un peu moins de retours pour avoir plus d'impact. Hyper important, mais hyper important pour ça d'être capable de mesurer l'impact, de le quantifier, d'avoir un suivi très très clair. Et pour ça, les outils type Sweep qui permettent d'avoir cette vision claire, quantifiée, transparente, c'est indispensable. Je vais même Merci aller un petit beaucoup peu plus loin. C'est Raphaëlla, une quelle question, promo. mais si je peux. Donc là, c'est pas de la Vas-y. pub, mais en fait, si aujourd'hui le risque climatique doit être mis au même niveau que le risque financier. Et donc, on voit aussi beaucoup aujourd'hui en fait des silos entre les analystes ESG et les analystes financiers, alors qu'en fait, ces profils doivent être vraiment communs. C'est-à-dire que maintenant, c'est la même chose. Et donc, aujourd'hui, il faut être capable de regarder sur, OK, j'ai plus d'impact, j'ai moins de retour, mais c'est où est-ce que je place mon financement pour la transition. Donc, ça fait partie de différentes métriques comme les émissions évitées ou les mêmes émissions négatives ou les dividendes climat qui sont en train d'être mis en place avec Time for the Planet. Mais en fait, il y a toute cette notion aussi de pour avoir de l'impact, il faut mesurer, mais il faut aussi que ça s'intègre complètement dans l'organisation et dans les réflexions d'un investisseur quand il fait sa due diligence. Il y a la partie performance financière, mais performance climatique, aujourd'hui, c'est clé. Tout doit être revu ensemble parce que les revenus de demain, et notamment sur les projets d'infra, ça va être, en fait, est-ce que mon infrastructure sera toujours viable dans 20 ans ou pas? Et là, le changement climatique, aujourd'hui, Marianne, Ouais, on a perdu Marianne. plus le optionnel. changement Et ça doit climatique, être vraiment intégré complètement dans l'analyse de risque et plus comme ah mince. voilà. Le changement climatique qui génère du vent chez toi a impacté Moi, je ta peux vous connexion voir. internet. Ouais, aïe, aïe, aïe. Ça va revenir. Il y a D'accord. peut-être un instant de lag avant qu'on la retrouve. Peut-être, le temps que Marianne revienne et qu'on arrive à avoir la fin de sa phrase, un mot complémentaire effectivement, parce que Marianne met le doigt sur quelque chose de très intéressant qui est, le sens aussi de nos investissements et aujourd'hui la course aux ultra performances dans la private equity. Je rentre aujourd'hui, je sors dans 2 ans, je fais 150 et puis, on verra bien ce qui se passera dans 10 ans, c'est plus mon problème. Ce monde-là est probablement en train de tourner la page justement et aujourd'hui on a des investisseurs qui recherchent aussi à rester plus longtemps dans les participations, à les accompagner au plus long terme, à leur laisser plus de temps pour atteindre le succès et à pas avoir des ambitions, qui sont forcément, si elles sont si exceptionnelles que ça, parfois aussi au détriment de la planète, du climat, du social et il y a une efficience finalement, on parlait avant seulement d'efficience risque-rentabilité. Bah, il y a aussi aujourd'hui une efficience risque, rentabilité et enjeux climatiques, sociaux, sociétaux et la private equity est en première ligne pour pouvoir répondre à ces sujets-là. Surtout sachant que de façon opérationnelle, rappelons que, voilà, un investisseur en private equity est rempli des due diligence, il invite les entreprises à répondre à des exigences avant d'investir et plus ces exigences sont élevées, plus les entreprises bougent donc il y a beaucoup, beaucoup à faire et Marianne, je crois que tu es revenue, donc je te laisse la parole si tu veux Moi, finir ta vous phrase. voyez. C'est fini. Ouais, en tout cas, la conclusion, c'est risque climatique, risque financier, pareil, tout en même temps. Merci beaucoup, ouais. Hugo, à toi de jouer si tu veux Bah, qu'on prenne une autre question. si on enchaîne, donc Antoine nous a demandé une liste de structures de financement. Donc, tu l'as invité, Sarah, à se rapprocher de France Invest. Et puis, évidemment, c'est disponible sur Internet, hein. Nous-mêmes, on est en train de faire une levée de fonds, c'est notre deuxième.
c'est très facile de trouver ça, soit sur internet, soit, par des spécialistes. Alors ensuite, on a eu un débat. Quid des data en private equity? Bah, écoute Marianne, on va partir du principe que tu y as répondu. Si c'est pas le cas, mince, j'ai raté mon exposé. Ouais et puis, juste parce que nous enfin, c'est un sujet, chez des clients chez nous qui remplissent, un Excel quoi, hein et puis, on l'ingère après quoi. Pour l'instant, dans l'immense majorité des cas, c'est traité comme ça quoi. Mmh. Mais Sweep est là maintenant, donc ça va peut-être changer. C'est ça. Nous, on peut développer des API. Hem, Non, mais on s'adapte, enfin, c'est vrai que la grande force de Sweep, c'est justement, la data et le traitement de la data. Après, la limite est souvent plutôt chez le client. Donc, nous, on va vraiment, quand on fait son premier bilan carbone, le gros exercice, c'est trouver où est-ce que je vais avoir l'information. Une fois qu'on a identifié ça, on travaille avec le client en disant: «On va essayer de l'automatiser», parce que le premier bilan carbone, c'est le plus pénible et puis après, en fait, on va essayer d'automatiser, le faire de plus en plus souvent. Comme ça, vous pouvez piloter les initiatives et vous voyez un peu l'impact de ce que vous avez mis en place. Si on fait un bilan carbone tous les 4 ans, comme ce qui est demandé aujourd'hui par la réglementation, ben, en fait, c'est trop tard parce qu'en fait, dans 10 ans, on ne sera pas à net zéro. alors on a une question ensuite de Myrgane qui, nous pose la question suivante: «Est-ce que les assureurs apportent leur expertise de gestionnaire de risque auprès des asset managers ou gestionnaires de fonds de private equity?» Est-ce qu'il y a un lien entre ces 2 types d'acteurs? Raphaëlla, Raphaëlla, peut-être? Mmh. Je c'est pense pour qu'elle toi. est pour moi celle-ci. C'est intéressant, c'est hyper intéressant comme question. Quand on parle de risque climatique, il y a un peu un débat, quasi philosophique entre ce qu'on fait dans finance conseil et ce qui est fait en assurance, qui est celui de l'horizon de temps. L'horizon de temps du marché de l'assurance, c'est un horizon de temps 1 an parce que c'est des contrats, d'assurance d'année en année. L'horizon de temps d'un investisseur en private equity et de ses conseils est beaucoup plus long parce qu'on pense à la revente, on pense, au lendemain. Nous, chez AXA Climate, c'est des combats qu'on mène pour, prendre en compte pas seulement 1 an, mais qu'on mène pour prendre en compte, le plus long terme et enfin surtout et l'autre, élément de réflexion, c'est de se dire, bah, en fait, on est dans un monde où ça suffit pas de regarder ce qui s'est passé avant, il faut projeter ce qui va se passer devant parce que malheureusement le climat change rapidement et que le passé ne présage plus du futur. Donc tout ça pour dire que la réponse est plutôt non, mais plutôt on se bat pour, que ça change. Après on est sur un marché où on a des concurrents et c'est dur d'arriver avec une vision d'assurance long terme quand le marché a une vision d'assurance court terme. Donc c'est des choses qui évoluent, c'est des choses que les assureurs sont en train d'intégrer, mais c'est, quelque chose qui va se faire sur le long terme avec un travail de longue haleine. Alors on a une autre, question pour toi Marianne, d'ordre, technique, peut-être l'API. Sweep est-il compatible avec le framework ACT de l'ADEME CDP? Act. Alors, on va commencer. Act, c'est une démarche de mise en place de la stratégie climat. Donc, en fait, nous, Sweep, on va se positionner comme une plateforme de pilotage. Et donc, par exemple, sur les parties stratégie de réduction, on peut incorporer en fait toutes les stratégies qui ont été définies. D'ailleurs, enfin, le but de Sweep, justement, en étant Bicorp, c'est de créer un écosystème vertueux. Donc, nous, on travaille avec toutes les parties prenantes. On travaille avec tous les cabinets de conseil qui, eux, vont définir la stratégie climat et plus forcément perdre du temps à consolider des fichiers Excel. Et nous, on va travailler sur la partie data et collecte de data. Donc, par exemple, sur les stratégies de réduction, on peut mettre en place des trajectoires SBTI. Et si vous avez des trajectoires qui ont été définies par d'autres modèles comme ACT, comme PACTA par 2DI ou des stratégies plus personnalisées qui ont été faites par des cabinets de conseil, nous, en fait, on va vous permettre de lister les initiatives qui ont été définies, de mettre cette trajectoire sur le fameux graphe que je vous ai montré, et puis de travailler ensemble sur le pilotage. Aujourd'hui, ce qui est compliqué souvent dans les cabinets de conseil, c'est la restitution du bilan carbone, il est statique, et on ne sait pas trop comment il a été fait. Et après, en fait, les recommandations qui sont faites, c'est pareil, c'est des recommandations, mais après, comment je les mets en place, comment je les pilote, est-ce qu'il y a un coût, en fait, aussi sur ces différentes initiatives? Donc, par exemple, avec Sweep, on est en train de mettre en place aussi des modules de si vous avez un prix interne du carbone,
on peut aussi simuler. On a aussi des scénarios de simulation du coût financier de la transition avec différents scénarios de taxe carbone. Donc ça, c'est des choses où on travaille avec les consultants. Il y a des accès, en fait, consultants sur la plateforme et on fait de plus en plus de missions communes. Le marché, aujourd'hui, il n'est pas forcément mature pour que tout le monde soit super au fait de tous les trajectoires sectorielles des différents modèles. Donc, on travaille avec les consultants pour au mieux vous accompagner. Et en fait, Sweep est un outil de pilotage pour la mise en œuvre des recommandations qui ont pu être faites. C'est une réponse très longue pour une petite question, mais j'espère que ça répond. Alors, il nous reste quelques minutes, je vais accélérer. Alors, on a une question d'Estelle. Que pensez-vous de Rift? Alors, je ne sais pas ce que c'est. Rift, beaucoup de bien. Bien sûr. Bien. Très bien, Rift. On adore. Instant promo à nouveau. Oui, alors Rift, c'est une application gratuite qui permet de calculer l'empreinte carbone de son épargne. Et aujourd'hui, en fait, en tant qu'investisseur individuel, on est aussi maître de qu'est-ce que j'ai envie de financer, quel avenir j'ai envie de financer avec mon épargne. Aujourd'hui, vous avez le droit de savoir en toute transparence, j'ai pris tel contrat d'assurance vie, qu'est-ce que ça finance et j'ai ouvert ça dans telle banque et donc j'ai envie d'en parler à mon banquier. Donc, si je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est difficile d'en parler. Et donc, Rift utilise notamment les données de DI, les données de Carbone 4 Finance sur la partie empreinte carbone, a lancé aussi l'empreinte biodiversité avec les données de Carbone 4 Finance. Donc, c'est un projet avec lequel j'avais travaillé avec Léo Garnier quand j'étais avant chez Carbone 4 Finance. Donc, ça permet déjà de pouvoir savoir en toute transparence quel est l'impact de mon épargne. Aujourd'hui, on est à 11 tonnes, entre 10 et 11 tonnes de CO2 par personne en France. Et on doit être à 2 tonnes pour atteindre les trajectoires de l'accord de Paris. En gros, si déjà, rien qu'avec mon épargne, j'ai 10 tonnes, je peux mettre tout ce que je veux en place, être végane, arrêter de prendre l'avion, arrêter de faire du shopping compulsif, je vais avoir un souci déjà avec mon empreinte carbone de mon épargne. Donc Rift, oui, j'en pense beaucoup de bien, mais je suis un peu biaisée. Donc, Non, avis partagé, Marianne, avis partagé. Et peut-être pour compléter, je rejoins Marianne, hein, Rift est super. Moi-même, quand j'étais chez Tudia, j'ai beaucoup bossé avec Léo. Mais ça nous ramène un peu, Sarah, à ce qu'on disait lors du webinaire sur le côté investisseur de détail. Rift, c'est une étape de l'approche. Ça permet de savoir où est-ce qu'on met son argent et de se dire, OK, si je vais au travail en vélo, j'ai peut-être pas forcément envie que mon argent finance Total, Air France et Peugeot. Après, tout à l'heure, on posait la question de l'impact. C'est une deuxième étape, c'est-à-dire que, OK, c'est pas parce que je décide de ne plus être exposé à ces entreprises-là que je vais forcément avoir de l'impact. Et en plus, ça tombe bien, alors, on va croire qu'on fait que faire de la promotion pendant ce webinaire, mais Rift est étroitement lié à l'ITA. Et justement, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire, OK, au-delà de retirer mon argent de là où ça pollue, j'essaie de le mettre dans des solutions d'investissement qui vraiment peuvent changer et transformer l'économie réelle. Et par exemple, sur des plateformes comme ITA, on va financer des petites entreprises qui sont vraiment des entreprises à impact et où notre argent va vraiment générer du changement. C'est vraiment l'étape d'après. Et moi, j'encourage tous ceux qui utilisent des solutions comme Rift à penser encore plus loin et se dire, OK, je sais quelle est mon empreinte. Après, qu'est-ce que je fais pour vraiment avoir de l'impact et avoir cette approche vraiment holistique. Absolument, c'est la suite de l'aventure et effectivement, on rappelle toujours que ça reste pour le grand public des investissements parfois risqués, mais si on veut avoir de l'impact, il y a beaucoup de boîtes en amorçage qui sont chez l'ITA, qui attendent des moyens de financement pour pouvoir changer les choses et on dit bonjour du coup à Eva Sadoum pour ce petit coup de promo. Elle n'est pas avec nous, mais elle saura peut-être qu'on a fait un peu de promo. Et Hugo, peut-être une dernière question. Je vois qu'il est 12h58, on va même finir dans les temps pour une fois. Alors, écoute, une question peut-être d'Eliott. Par rapport à la réglementation SFDR, que propose précisément Sweep? L'acteur envoie son portefeuille et Sweep récolte la data et calcule les différents PAI, ou bien est-ce à l'acteur de collecter les données? Très intéressant et la question m'intéresse, la réponse m'intéresse. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a un sujet, c'est que donc les PAI, c'est les indicateurs qui vont être demandés dans le cadre de la réglementation
SFDR sur différents critères, donc de E, S, G, avec un certain nombre de critères. Sur le listé, beaucoup d'acteurs extra-financiers proposent déjà des solutions. Là, l'idée, c'est que, par exemple, si on prend les PAI sur les émissions carbone, c'est des calculs de tonnes de CO2, en tonnes de CO2 absolues, en termes d'intensité carbone, l'énergie, etc. Donc ça, c'est des données qu'on va collecter, nous, de toute manière, pour faire le bilan carbone. Donc ça, c'est des données qui sont déjà sur la plateforme et qui vont pouvoir être extraites automatiquement. Sur la roadmap de Sweep, on va intégrer d'ici la fin de l'année d'autres indicateurs E pour justement aller un peu plus loin sur les PAI. Après, les PAI, c'est du E, du S et du G. Donc Sweep va se positionner sur les critères que nous, on couvre sur la plateforme, et donc plutôt aujourd'hui le carbone et à terme le E. Donc voilà, donc ça sera plutôt nous qui allons collecter et qui allons vous permettre d'extraire les données pour le reporting SFDR. Après, Hugo, je ne sais pas si tu peux compléter pour Scale Risk. Non, nous, nous, en fait, on est un agrégateur. Donc, justement, si toi, tu fais le E et que la disponibilité du S et du G arrive par ailleurs, nous, en fait, on concatène tout et on a templaté justement les rapports PAI, les rapports article 8, etc. Donc, en gros, nous, on viendrait se connecter à Sweep et on aspirerait ça avec les données, notamment MSCI, potentiellement. Et puis, à la fin, ça sort des rapports automatisés, réglementaires et business. Parce qu'en fait, on s'aperçoit d'une chose très rapidement, c'est que tu commences, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Marianne, tu disais, ouais, alors maintenant, ça commence à fusionner gestion financière et puis gestion du risque ESG. Et en effet, maintenant, il y a des outils qui permettent de traiter les deux. Et quand tu commences à traiter le sujet ESG, tu commences par tes rapports réglementaires, mais derrière, ça va t'amener à faire des indicateurs business, etc. Donc, en gros, la première étape, c'est que tu fais tes rapports et ensuite, tu les ouvres sur des indicateurs business. Et les gérants finissent par utiliser la plateforme, quoi. Voilà. Après, il y avait une question sur la partie, sur des gros portefeuilles avec beaucoup de participation. Nous, la force de Sweep, c'est que justement, on ne traite plus de fichiers Excel. On peut envoyer des questionnaires à des centaines de participations qui seront du coup des questionnaires qui seront adaptés à leur secteur d'activité et les ingérer. Enfin, on n'a pas de limite en fait en termes de données, de gestion de la donnée. Ce qui fait justement que Sweep peut avoir un impact à grande échelle. Par exemple, si on prend un exemple, les investisseurs, c'est un peu comme la supply chain. Par exemple, on a un client qui est HP aux États-Unis, qui a pris des engagements forts de réduire de 50% d'ici 2030 son scope 3. Donc, ces 15 000 partenaires dans le monde doivent faire leur bilan carbone. Et donc, ils passent par la plateforme Sweep pour avoir du coup une empreinte en carbone qui soit cohérente et additionnable. Donc, potentiellement, on travaille avec des entreprises. Là, on a un client dans l'outback australien, ils sont 10 à vendre des imprimantes HP. Et on est avec d'autres au Japon, on est aux États-Unis. Enfin, du coup, à partir du moment où on passe par une plateforme, on passe par de la gestion automatique de la donnée et de la collecte et de la digestion et avoir quelque chose qui soit très user-friendly en termes de comment ça a été fait, de transparence, de restitution, on n'est pas du tout limité sur la taille des portefeuilles. Et encore une fois, en fait, on s'adapte aussi à la maturité des participations à laquelle on s'adresse. Tu as répondu à une question qu'on ne t'a pas posée, mais donc vous êtes worldwide. Oui, on est du coup incorporé, on est français, aujourd'hui positionné comme leader européen et notre deuxième du coup levée de fonds était avec un gros acteur, investisseur américain. Du coup, ça nous offre effectivement les portes du marché américain. Donc voilà, on a ouvert une filiale à Londres, on va en ouvrir une à New York. Et puis l'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir le plus d'impact possible à l'échelle internationale. Ok. Félicitations en tout cas, parce que je sais d'expérience que c'est très compliqué. Ok. Écoutez, merci à tous. Sarah, merci beaucoup pour ton aide pour la préparation de ce webinaire. Donc, Merci beaucoup.
qu'est-ce qu'on a validé, Sarah, pour la suite? Maintenant, ça va revenir à Et la bah, rentrée, hein. d'abord les vacances, voilà, d'abord les vacances pour tout le monde. Juillet et Ouais. août, on lève le pied, profitez bien de vos vacances. On vous retrouvera, très certainement à la rentrée. Pour l'instant, rien de planifié. On profitera de l'été, je pense, pour, organiser la suite des événements et vous préparer un planning aux petits oignons pour le dernier trimestre. Mais, dans l'intervalle, très bonnes vacances à tous pour ceux qui en prennent. Si vous avez, des questions, un peu en last minute pour nos invités, n'hésitez pas à nous les envoyer auprès d'Elsa. En général, c'est elle qui vous envoie les invitations aux événements, donc n'hésitez pas à envoyer des questions. Vous allez recevoir le support, les pages LinkedIn de nos participants par email très rapidement pour tous ceux qui ont participé. Et puis on vous retrouve avec grand plaisir à la rentrée. À votre écoute si certains d'entre vous ont des thématiques qui souhaitent être abordées. Et j'espère qu'on retrouvera Raphaëla, Thibault ou Marianne pour un prochain webinaire une prochaine fois avec grand plaisir. On a encore des tas de sujets à traiter. Le monde de l'ESG, de la finance durable, c'est vaste. Donc merci beaucoup à tous nos participants. Merci beaucoup à nos invités qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Et je vous souhaite un bon déjeuner pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Merci à tous. Bonne journée à tout le monde. Merci Merci. à tous. Merci Hugo. Merci à À tous. bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir.